soit aussi nombreux. Nous allons commencer. On a eu un peu de retard. De nous excuser. Nous étions ce matin au Parlement européen à l'invitation de la députée européenne Maria Arena qui va nous rejoindre pour la deuxième table ronde de cette rencontre. Donc, l'association Culture et Progrès a écrit en 2011 un ouvrage collectif sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. L'objet de cet ouvrage était de donner la parole à un maximum d'acteurs issus d'horizons très différents pour avoir une idée générale de la situation des droits de l'homme en République du Congo en 2011. Donc, quand j'évoque la situation des droits de l'homme, c'est la situation des droits de l'homme dans un sens très large, c'est-à-dire les droits civils, politiques, les droits économiques et sociaux. Nous préparons maintenant notre deuxième ouvrage collectif sur la situation des droits de l'homme à la veille des élections présidentielles de 2016. Et donc, l'intérêt de cet exercice, c'est de voir ce qui, en une législature, a changé de manière positive ou négative par rapport à l'ensemble de ces faits. Alors, la rencontre de cet après-midi est divisée en deux parties. La première partie s'attache davantage à la question des droits civils, économiques et sociaux en République démocratique du Congo. La deuxième partie s'attache à la question de l'opposition politique et de l'alternance démocratique au Congo. Cette rencontre est une première rencontre d'un cycle de conférences. Nous allons, dans les semaines et les mois qui viennent, organiser d'autres rencontres avec d'autres personnalités pour évoquer d'autres questions, et toujours aussi cette question de la situation politique, de l'opposition et de l'alternance. Alors, j'ai à côté de moi plusieurs intervenants. Arnaud Zakari, secrétaire général du CNCD 11-11-11, qui travaille depuis des années, qui coopère depuis des années avec la République démocratique du Congo, qui a une expertise très grande sur la question. Pour rappeler à tout le monde, le CNCD, c'est donc la coupole de l'ensemble des ONG francophones de coopération au développement en Belgique. Alors, à ma gauche, j'ai Frédéric Trieste, qui est le secrétaire exécutif adjoint de EURAC. Donc, EURAC, une coalition d'ONG qui travaille particulièrement, d'ONG européennes qui travaillent particulièrement sur la situation dans les Grands Lacs. À ma droite, le professeur... Ah oui, voilà, tu avais disparu. Le professeur Nicole Ntumba Boachia, qui va nous parler de la place des femmes politiques. À ses côtés, Pambukita Pambou, qui travaille à l'Université libre de Bruxelles. Et enfin, Tom Deherde, qui est professeur à l'Université d'Anvers, qui travaille beaucoup aussi sur l'Afrique centrale et le Congo en particulier. Alors, comme je le disais, ce matin, nous avons eu une discussion au Parlement européen avec Maria Arena, Vital Caméré, Paul Zapour, qui interviendra aussi dans le panel suivant. Nous avons brossé une série de questions sur lesquelles je voudrais revenir en donnant d'abord la parole à Arnaud Zakari, qui connaît bien la situation au Congo, qui s'est rendu de nombreuses fois. Entre 2011 et aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, a évolué de manière positive ou de manière négative sur le terrain? C'est la première question que je vous pose, et puis je demanderai aux autres intervenants de réagir aux différents propos et aux différentes questions. Après notre premier tour de table, je donnerai l'occasion au public de poser des questions aux différents intervenants. De positif à une accélération de la croissance économique. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a on a même des taux de croissance chinois qui ont dépassé 8%. Donc, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, on devrait voir sur le terrain, en termes de création d'emplois, en termes d'investissement public, un changement considérable. Or, c'est une croissance chinoise, mais qui a une double caractéristique négative, c'est-à-dire que c'est une croissance sans emploi
et une croissance sans recettes fiscales, donc j'exagère évidemment, mais tout ça pour dire que quand on voit les taux de croissance et l'évolution des indicateurs macroéconomiques d'une part, et les chiffres en termes de création d'emplois et de recettes fiscales d'autre part, il y a un très très sérieux problème. Donc c'est une croissance qui ne bénéficie qu'à une minorité et dont la majorité de la population ne voit pas du tout l'impact. Donc évidemment cette croissance économique, elle a des raisons que l'on a pu identifier. C'est évidemment le développement du secteur minier suite aux concessions de la GECAMIN vendues à des investisseurs étrangers d'une part. Il y a aussi pas mal d'investissements dans le secteur des télécommunications. Mais ce qu'on constate, c'est que d'une part, en termes d'emploi formel, parce qu'évidemment tout le secteur minier mobilise presque 10 millions de travailleurs, mais qui sont des artisans du secteur informel qui, durant des journées de 12 heures de travail, ne gagnent que quelques dollars par jour. À côté de ça, on a créé, grosso modo, 40 000 emplois formels dans le secteur minier. Ça représente 0,1% de la population active congolaise. Donc, c'est un chiffre qui parle de lui-même. En matière de création d'emplois formels et qui donc génère des recettes fiscales. Si on a un impôt sur les personnes physiques, ben, on a évidemment très très peu d'emplois formels qui ont été créés, ce qui implique d'un autre côté pour les populations que les revenus des populations n'ont pas été impactés positivement par ce développement économique. Donc on a un véritable décollage économique, plutôt un décollage macroéconomique, mais sans impact véritablement positif sur l'augmentation des revenus des populations et des revenus de l'État. Alors en ce qui concerne les recettes fiscales de l'État, ben, on doit constater que les concessions, tout le processus de découpage en différentes concessions de l'ancienne GECAMIN et de la vente de ces concessions à des entreprises étrangères, pour de nombreux cas, je dirais c'est au mieux non transparent, au pire le fruit de montages financiers complexes qui permettent une évasion fiscale à grande échelle. Il y a des cas qui sont tout à fait officiels aujourd'hui, qui ont été analysés, y compris par des rapports des Nations Unies, où tout simplement on voit des concessions qui sont bradées, des prix artificiellement bas, sous facturation de la vente des concessions à des entreprises privées. On constate qu'elles sont souvent liées au groupe Fleurette, qui est dirigé par Dan Gertler, qui est proche de la présidence. Donc on peut légitimement se poser des questions sur la volonté politique au plus haut niveau de l'État de rétablir la situation. Et donc on a vu des cas, on a beaucoup parlé en Belgique ces dernières semaines d'un certain Chaudief, d'une entreprise qui s'appelle ERC, qui était on va dire un client d'Armand de Decker, puisqu'il l'a défendu en tant qu'avocat, selon ses dires. Ben on a constaté un cas qui était relevé par un rapport des Nations Unies où une concession qui était, dont la GECAMIN avait 50% des parts a été revendue à une société d'Anne Gertler, une filiale du groupe Fleurette, pour une bouchée de pain, puisque 4 mois plus tard, cette même concession a été revendue 4 fois plus cher à ERC, donc la firme de Chaudief. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et donc, il y a d'un côté une firme qui a fait 400% de profit, et d'autre part, l'État congolais qui a manifestement été floué dans l'opération. Donc, voilà la situation économique et sociale. Comme je le disais, développement économique qui profite à certains, mais à une minorité de Congolais et à des entreprises étrangères, tandis que ce soit la population locale en matière d'emploi formel et que ce soit les recettes publiques de l'État pour non seulement financer des services publics, des services sociaux de base, mais aussi, par exemple, pour financer le développement de l'agriculture familiale. On connaît tout le potentiel agricole du Congo. On parle souvent d'un scandale minier, mais c'est aussi un scandale agricole et alimentaire. Selon les statistiques du PNUD,
les 3/4 des Congolais ne mangeraient pas à leur faim alors qu'il y a de quoi nourrir potentiellement une bonne partie de l'Afrique, mais il suffit de vérifier quel est le montant du budget qui est affecté à l'agriculture pour comprendre qu'il n'y a en fait quasi aucun soutien de l'État au développement de l'agriculture familiale. Il y a certes enfin un cadre légal qui a été adopté en 2011, mais ce n'est pas le premier dans l'histoire du Congo et même du Zaïre. On a connu une succession de lois qui n'ont jamais débouché sur une véritable priorisation du développement de l'agriculture familiale et donc de la souveraineté alimentaire. On sait que ce développement de l'agriculture, ce n'est pas seulement pour garantir le droit à l'alimentation des populations. Tous les pays qui se sont industrialisés ont d'abord réalisé une révolution agricole. On a développé le secteur agricole pour générer des revenus, y compris en zone rurale, et pour dégager un profit qui ensuite peut être investi dans le développement industriel. C'est-à-dire cette étape-là, on l'attend depuis des décennies et manifestement, ce n'est pas depuis 2011 qu'on a vu des progrès conséquents en la matière. Donc voilà de manière très résumée l'état de la situation